Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Alexandre. Salut tout le monde, merci de nous rejoindre. Salut Flo, ravi de te retrouver pour cette nouvelle édition du Baromètre. Ouais, effectivement, l'innovation, la technologie ne s'arrête jamais dans l'assurance. On vous a proposé et préparé un petit ordre du jour en 4 thèmes comme d'habitude. On a repris un peu notre structure habituelle avec voilà, l'œil du VC pour commencer, la tendance à suivre, une startup qui a attiré notre attention et qui, à notre avis, vaut le coup d'œil pour les prochains mois à venir. Et puis évidemment, on revient sur les quelques levées de fonds qu'on marquait le mois précédent, puisqu'à nouveau, c'est un peu comme ça qu'on essaie de synchroniser cette discussion. Et le premier sujet, et pendant ce temps-là, je vois que les uns et les autres disent bonjour, donc n'hésitez pas à continuer à le faire. Merci beaucoup d'être là. Et je vous propose qu'on saute directement sur le premier sujet, qui est donc l'IA, avec cette question, l'IA est partout, mais qu'en est-il dans l'assurance? Je crois que, Alexandre, tu voulais introduire le sujet. Forcément, ouais, l'IA, on y revient, on en parlait à l'instant d'introduction. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, il y a un très bon post de Ralph Rumi d'Achille qui nous revient tout droit des USA, de San Francisco, et qui a pu aller chercher de l'info, des insights, des ressentis sur place. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. L'IA est partout, pas que dans l'assurance, hein, dans nos sociétés. C'est technologie actuellement qui soulève beaucoup de questions, énormément de choses qui se passent autour. Pour parler des États-Unis, de la Silicon Valley, justement, je lisais un article il y a 15 jours dans Courrier International qui parlait de ces entrepreneurs, ces start-upers qui embrassent ce qu'on appelle outre-Atlantique le rythme 996, c'est-à-dire on travaille de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine, de manière éreintante, avec l'hygiène de vie et le style qui vont avec l'idée de vouloir craquer le plus vite possible quelque chose autour de l'IA. L'IA, c'est un peu la nouvelle ruée vers l'or, mais ça va tellement vite que ces gens de l'innovation, ils ont peur d'être obsolétés par une IA qui va devenir, a priori, à un moment donné, générale, comme Internet, en fait, à l'époque. D'où l'idée de craquer quelque chose et de s'enrichir vite avant d'être dépassé par le truc. Si on se rapproche un peu plus du côté investissement, on peut partager quelques chiffres 2025. Par exemple, ça je lisais une étude il y a pas longtemps qui dit il faut en moyenne un peu plus de 7 ans à une startup dont la proposition de valeur est calibrée sur l'intelligence artificielle, on va l'appeler AI First, pour atteindre le statut de licorne. Et c'est donc entre 2 et 4 ans plus rapide qu'une startup qui a une autre proposition de valeur. Donc on voit que ça va plus vite, ça génère plus vite des revenus. C'est plus facile d'aimanter des fonds quand on a ce type de proposition de valeur. En 2025, dans le monde, on a 53 nouvelles licornes qui ont émergé et plus de la moitié ont une proposition de valeur IA. Il y en a 12 en Europe. Il y en a que vous connaissez, je pense forcément, même si c'est pas dans le secteur assurance. Il y a la fameuse Lovable sur le vibe coding ou Neko Health, c'est suédois sur la santé. Là, ça se rapproche un peu plus de nos centres d'intérêt avec un ancien de Spotify, je crois, à la tête. Et là, si on prend les chiffres depuis le début de l'année, donc à janvier-octobre 2025, il y a 39% des montants investis qui le sont sur des startups IA. Ça fait un total de 17 milliards d'euros depuis le début de l'année, mais c'est encore peu par rapport aux USA. On peut encore une fois mettre en parallèle les dynamiques différentes. Donc 39% des montants investis en Europe, aux US c'est 60%. Donc, on voit un gap de 21 hein, là-dessus. Donc, voilà, on est un peu aussi en retard là-dessus. Mais on est quand même dans ce changement de paradigme. Hein. Après, il y a cette question quid de l'InsurTech. J'ai écrit, rien que ces derniers jours, des articles sur des startups. Hein, ça, vous pouvez le retrouver sur nos comptes respectifs, à Flo et à moi, sur Aphory, donc des anciens de WeFox qui dévoilent une startup IA générative pour les courtiers, sur Rayhuman des Anglais, sur Predicti des Danois, qui ont tous une proposition de valeur vraiment centrée sur l'IA.
Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu macro. Je vais te passer la parole Flo pour que tu nous en dises un peu plus pardon, sur justement le prisme vraiment InsurTech. Quid de la dynamique, des montants investis, quelle répartition? Voilà, je crois que tu as pas mal d'infos très précises à nous partager là-dessus. Oui, déjà peut-être pour commencer, le ratio dont tu parlais tout à l'heure, hein, tu disais aux US, c'est 60% des deals qui concernent des startups, ou en tout cas de l'argent investi qui concerne des startups AI first. En Europe, on est plutôt à, tu as dit quoi, 39. 39%, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, alors ça, c'est des chiffres qui sont à mi-année, mais même tout à l'heure, en préparant le live, je regardais les chiffres de ce matin. On est à 35%, hein, donc on est dans cet ordre de grandeur. Et donc, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que finalement, le chiffre que tu donnes sur les startups AI first, finalement, on a quelque chose d'assez similaire quand on regarde les startups AI first dans l'assurance. Donc, finalement, l'assurance, pour le coup, n'est pas en retard, hein, j'ai envie de dire pour une fois, mais suit plutôt la tendance, avec quand même une dynamique que je trouve assez intéressante et qu'on a essayé de regarder. Il y a une première dynamique qu'on voit, c'est sur la taille des tours. Et en fait, donc à nouveau, hein, ces chiffres, c'est à mi-année, c'était des tours en moyenne de 2 millions pour les startups AI First, quand on était au global sur le premier semestre à une moyenne de 8,7 millions d'euros, ce qui signifie deux choses. C'est qu'en fait, les startups qui lèvent dans l'IA, en fait, sont des startups jeunes, hein. Donc, c'est de là que vient le principal écart. En revanche, il y avait aussi quelque chose qui apparaît pas ici, mais qu'on nous fera apparaître dans un prochain graphique, je pense. C'est l'écart entre les levées. Là, tu as parlé de Afori, par exemple. Ils ont quand même levé 4 millions d'euros, d'après ce que j'ai pu lire sur Internet. C'est quand même beaucoup pour un premier tour de financement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. En moyenne, 2,2 millions pour les startups AI First, c'est quand même quelque chose de relativement classique en Europe pour des startups qui sont jeunes. En revanche, on voit qu'il y a un énorme écart entre des startups qui lèvent quelques centaines de cas et puis des startups qui, parce qu'elles ont des fondateurs qui ont déjà créé une startup dans le domaine ou qui ont déjà créé une startup tout court et qui sont sur cette thématique hyper porteuse de l'IA, alors elles arrivent à lever des tours qui sont hyper importants, parfois entre 4 et 6 millions d'euros, qui est clairement un peu hors marché pour des startups de seed. Quand on regarde la chaîne de valeur, ça c'est le graphique au milieu, on voit que la gestion de sinistres, et on reviendra dessus parce que c'est la deuxième thématique du jour, c'est la partie de la chaîne de valeur qui est la plus attaquée, entre grosses guillemets, par les startups qui font de l'IA dans l'assurance. Après, il y a pas mal de choses sur la partie produit, sur la partie distribution et enfin sur la partie souscription. Et en termes de géographie, Cocorico, 2 secondes, la France est plutôt bien placée, hein. L'Angleterre, sans surprise, est plutôt en tête, mais la France est bien positionnée avec plusieurs deals et AI First dans l'écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Peut-être un petit disclaimer là, hein, ce qu'on appelle AI First, c'est des boîtes qui revendiquent l'utilisation de l'IA, donc soit dans leur communiqué de presse quand elles font une levée, soit sur leur site internet directement sur la homepage, et puis plus globalement, des startups qui ont une proposition de valeur fondée sur l'intelligence artificielle. Donc là-dedans ne sont pas prises toutes les boîtes qui utilisent un peu d'IA quelque part dans leur process. Là, on est vraiment sur j'utilise de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur dans l'assurance. Et le dernier point, et ça serait intéressant d'avoir ton point de vue d'ailleurs, Alexandre, là-dessus, c'est un peu les trois patterns qu'on voit dans le marché. Alors, il y en a un, je vais commencer directement par la droite, c'est sur l'IA au service des nouveaux risques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression est plus émergent. Donc sur le climat, sur la cyber, sur la fraude aussi, on voit des choses émerger. En revanche, les deux autres tendances, elles me paraissent hyper structurantes parce qu'on revoit le pattern régulièrement. C'est finalement deux approches aujourd'hui. Il y a des startups qui ont un cas d'usage hyper précis. Elles arrivent sur le marché avec une offre, elles viennent adresser un point de douleur particulier. Le downside de ça, c'est qu'elles ont souvent des process de vente qui sont un petit peu longs parce qu'on retombe dans la vente de logiciels aux grands groupes. En revanche, il me semble que sur le long terme, c'est intéressant parce que c'est plus facile probablement de démontrer la valeur qu'on est capable de délivrer puisqu'on a une promesse qui est hyper claire. Et à l'inverse, on a des acteurs qui signent hyper vite des clients et qui ont plutôt une approche de co-création finalement avec leurs clients assureurs. Donc, ils n'ont pas un cas d'usage. Voilà, c'est des gens qui disent je fais de l'IA dans l'assurance, dans la relation client, dans la gestion de sinistres, etc.
et qui vont co-construire des cas d'usage. Je ne sais pas si tu as la même analyse sur ces deux cas, mais j'ai l'impression qu'on voit quasiment moitié-moitié finalement. Les approches aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a une qui est mieux que l'autre, ce n'est pas vraiment ça le sujet, mais il y a clairement ces deux dynamiques qui sont un peu différentes. Une que je qualifierais plutôt de MEC, on co-crée avec les assureurs, et puis une qui est plutôt buy, où on a une proposition de valeur très spécifique. Oui, je pense que tu as très bien identifié ces tendances. Il y a une tendance un peu plus large qui est celle de la maturité du secteur autour de l'IA. On parle, c'est le titre de la rubrique, hein, c'est où en est-on l'IA dans l'assurance. Les assureurs, après avoir, je pense, assez quand même rapidement identifié et embrassé le phénomène IA générative, ils ont vite atteint un plafond. Après, à l'ère d'époque à tout va, c'est la fameuse hype de Gartner, hein, tout le monde s'enflamme, il y a un côté déceptif, ça retombe. Et après, quid, que fait-on et comment fait-on pour passer à l'échelle? On est un peu dans cette période-là, j'ai l'impression. Il y a moins de 10% d'entre eux qui ont justement réussi à scaler et à passer des cas d'usage à l'échelle, avec beaucoup de choses qui ont été diligentées en interne, beaucoup qui sont restés sans véritable surprise, hein, je pense, au stade d'expérimentation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'ouverture. On regarde un peu plus ce qui se fait sur le marché avec ces deux propositions de valeur, à la fois des boîtes qui vont être sur de l'IA générative un peu plus généralistes, qui vont adresser plusieurs cas d'usage, donc là où ça peut peut-être aller plus vite, et d'autres où c'est vraiment des maillons, des briques très précises de la chaîne de valeur qui sont adressées. Avec l'idée aujourd'hui, déjà tout va très vite en matière d'IA, et c'est peut-être un petit point noir à noter. Moi, dans mes échanges avec les startups, il y a une chose qui revient de manière récurrente tout le temps, c'est cette frustration sur la mise en œuvre des partenariats. Aujourd'hui, entre la prise de contact et l'intérêt manifesté par un assureur, et qu'on peut estimer sincère, hein, parce qu'il y a un vrai besoin identifié. Il y a un match qui paraît évident sur le papier, mais entre cet intérêt manifesté et le déclenchement effectif du POC, on est sur des délais de 18 mois à peu près aujourd'hui, ce qui est beaucoup trop long pour à l'échelle de la vie d'une startup, qui est beaucoup trop long à l'échelle aussi du progrès de la technologie aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des choses, il y a des choses à mieux faire aujourd'hui dans les process pour accélérer ça. Donc ça, c'est une partie. Et il y a autre chose aussi. Tu dis, on ne sait pas quelle est la bonne solution aujourd'hui. Évidemment, hein, personne a de boule de cristal. C'est dur de sous-peser quelle est la meilleure approche. Mais on en parlait durant la préparation du baromètre. Moi, je vois émerger un enjeu autour de l'IA. Il y a en 2025 ces questions autour des concepts de souveraineté qui émergent. Il y a le sujet aussi de l'écologie, hein, la frugalité, souveraineté, frugalité, spécialisation. Donc il y a cette question en toile de fond aussi, sur quelle IA je mise demain aussi, parce que c'est des choix qui peuvent être fondateurs, stratégiques, engager des entreprises comme les groupes d'assurance sur du long terme. Donc il faut pas se tromper, il faut pas se planter. Moi je vois des entreprises même en France qui émergent, hein. On le voyait au salon IN, c'est Golem qui est spécialiste de l'IA frugale, qui a remporté le prix de la start-up la plus prometteuse de l'année. Golem qui est depuis longtemps, hein, dans l'écosystème, mais qui sur les 8 derniers mois, je crois, a signé 50% de ses clients dans l'assurance. Donc ça, c'est symptomatique. Il y a un switch qui s'opère. Il y a une autre startup comme Rislum, par exemple, qui se lance sur des SLM. Des SLM, donc c'est des Small Language Models, différents des LLM, donc des modèles spécialisés, entraînés uniquement sur les cas d'usage de l'assurance, avec cette promesse de garder la main sur les modèles, donc souveraineté, et d'être moins consommateur en énergie, donc frugalité. Donc il y a cette question, est-ce qu'on mise là-dessus aujourd'hui, ou alors est-ce que les gros modèles qui sont garantis aussi, je pense, de performance seront la norme? Toi, quel est ton avis là-dessus? Oui, je trouve que c'est intéressant parce que ces trois questions qu'on entend beaucoup sur le marché, je dirais peut-être français en particulier, peut-être la question de souveraineté, elle est plus globale en Europe, quand même de manière générale. Sur la frugalité, peut-être un petit peu moins.
et sur la partie effectivement impact environnemental ou autre, c'est un sujet qu'on n'entend pas tous les jours, je dirais. En revanche, le fait qu'il y ait toutes ces questions et qu'on n'ait pas vraiment de réponse aujourd'hui, je trouve que ça fait écho à, je repensais, une étude que le BCG avait sortie il y a quelques semaines et qui montrait un truc que je trouvais assez paradoxal. C'est les assureurs, si on les prend au global, ils sont très en avance en termes d'adoption de l'IA par rapport à d'autres industries. En revanche, quand dans le détail, on regardait le ratio entre tout ce qui était test, preuve de concept à l'époque, et la production, en fait, les assureurs étaient derniers comparés aux autres industries. Dit autrement, effectivement, il y a plein d'initiatives dans tous les sens qui sont lancées, ça foisonne, et les assureurs, clairement, essayent de faire plein de choses. En revanche, on est encore vachement en amont dans la démarche et on est un peu à tâtons. Donc, je trouve que ça résonne bien avec ce que tu dis, où finalement, on n'a pas vraiment la réponse. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va sortir et ça me fait penser, avant quelques minutes, bon, en l'occurrence ce matin, je recevais un message d'un écosystème européen et le titre, c'était « Pourquoi l'IA ne va pas vous remplacer ?» Et je trouve que c'était intéressant aussi parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend, je dirais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague tech. Et après, je ne sais pas si c'est spécifique à l'assurance ou c'est dans d'autres industries, mais en tout cas dans l'industrie de l'assurance, on voit que systématiquement, il y a cette volonté un peu d'opposer la tech d'un côté avec l'humain de l'autre. Et on voit que la réponse, c'est plutôt un mélange des deux. C'est quels sont les outils qui peuvent bénéficier aux acteurs en place, leur permettre, avec deux angles en fait, soit leur permettre d'être plus efficaces, parce qu'on sait que ça, c'est un des gros enjeux pour les assureurs, l'efficacité opérationnelle. Et puis de l'autre, mieux appréhender le risque, mieux pricer le risque pour aller affiner finalement la partie sinistre sur prime, qui est évidemment un des gros enjeux pour les acteurs de l'assurance. Donc voilà, j'ai pas de réponse aux trois questions que tu as soulevées, mais effectivement, c'est des gros enjeux et effectivement, les questions que tu lèves là, elles vont au-delà de juste les métiers au quotidien de l'assurance. Et je rajouterais un troisième truc, efficacité opérationnelle, mieux pricer le risque. Et il y a un enjeu RH aussi, à savoir, typiquement, là, j'écrivais un article la semaine dernière sur Signal Iduna, donc il y a un gros assureur allemand qui vient d'implémenter une technologie assez intéressante d'IA agentique, agent IA, mais qui vont être customisables par les employés eux-mêmes. Donc voilà, c'est impliqué aussi la force de travail humaine pour s'approprier au mieux la technologie. Donc il y avait évidemment le gain, la recherche de gains d'efficacité opérationnelle, mais il y avait en toile de fond cette dimension RH avec la perspective que d'ici 10 ans, il y a 30% de la force de travail du groupe qui allait aller à la retraite. Et aux États-Unis, j'avais entendu la même chose, c'est sensiblement les mêmes chiffres. On a la pyramide des âges, on a une grande partie du secteur dans les groupes traditionnels qui va partir à la retraite à un moment donné. C'est dur de renouveler, d'attirer des talents aujourd'hui dans l'assurance. Il y a de la pression au niveau ressources humaines. Donc ce sera aussi, j'imagine et je pense, voilà, c'est déjà dans les stratégies effectives de certains acteurs, un moyen de relever ce défi de la force de travail demain. Ouais, et d'ailleurs, on a fait un deal dans ce domaine-là, qui est sur de la formation. Je ne peux pas donner le nom de la boîte parce que le deal n'a pas encore été annoncé, mais où justement, c'est l'IA au service. Ouais, tu as eu le nez creux en parlant de ça. C'est justement l'IA au service de la formation des forces de vente. Et évidemment, l'assurance est un de leurs gros piliers sur lesquels ils sont en train d'accélérer et qui est la raison pour laquelle on est venu investir dans cette boîte qui est AI First, avant toute chose, pour laquelle l'assurance est un des verticales, et en l'occurrence celui qui grossit le plus vite sans vraiment de surprise, vu tout ce que tu viens de raconter. Ouais, super, on va suivre ça de près et hâte d'annoncer ça de manière plus officielle alors. Exactement, c'est une question de jour, je pense. On saute sur le deuxième sujet qui était la gestion de sinistres, avec à nouveau une question, est-ce que c'est le sujet du moment dans l'assurance? Tu sentais ça, J'avais une petite intuition, enfin une petite, même grosse intuition, à force de discuter avec des gens, à force à spotter aussi, repérer les entreprises et les startups innovantes qui émergent sur ce sujet. Ça, je l'identifie, on va dire 2025. Ouais, 2025, c'est vraiment un sujet qui monte. On peut prendre plusieurs signaux.
l'un dernièrement, récemment à la rentrée, c'est Shift Technologies qu'on présente plus, qui depuis 2014, donc plus de 10 ans maintenant, est reconnue comme la spécialiste de l'IA pour la lutte contre la fraude. Ça a toujours été la proposition de valeur. Shift l'an dernier qui avait annoncé et de manière logique, voilà, travailler sur l'IA générative, sur l'agentique aussi. Et là, à la rentrée, Shift nous dit, on sort un nouveau produit, c'est Shift Claims. Donc, on élargit un petit peu le spectre, ce qui paraît tout à fait logique, hein, si leurs tests ont été concluants. La fraude, les claims, c'est quelque chose de plus en plus proche. En plus, aujourd'hui, voilà, l'heure d'une augmentation exponentielle du risque de fraude. Hein, les chiffres sont là, c'est plus de 900 millions repérés en 2024 en France. Je dis repérés parce que voilà, souvent les assureurs ne déclarent pas tout n'est pas repéré, donc c'est très certainement largement sous-évalué. Mais on est sur des courbes exponentielles, rien d'étonnant à l'heure où l'IA générative met à disposition en fait de n'importe qui des outils pour devenir un fraudeur des temps modernes en fait. Donc voilà, Shift qui lance Shift Claims. On voit aussi entre la préparation et aujourd'hui le live, il y a Claims Sorted qui est une insurtech anglaise qui vient de réussir de boucler l'un des plus gros sites de l'histoire de l'insurtech européenne. Plus de 11 millions d'euros pour devenir un TPA 2.0, pour faire simple, en fait. Donc, on est vraiment ici purement dans le sinistre, dans la gestion de sinistre. Donc, cette dynamique autour des claims, j'y vois trois raisons particulières. Un, sans surprise, c'est l'explosion de la sinistralité, notamment climatique. Hein, ça étonnera personne. Là aussi, on est sur des courbes exponentielles, sur des chiffres qui brûlent les yeux. On parlait en introduction du risque RGA. Aujourd'hui, pour donner un peu de perspective, le risque RGA concerne 10 millions d'habitations en France. Le sinistre moyen d'un risque RGA, c'est 16 300 euros. Vous faites le calcul, on est à 163 milliards d'euros. C'est pour caricaturer un peu, mais ça donne une idée, 163 milliards d'euros. Le trou de la Sécu, c'est 10 milliards. Qui voudrait s'exposer aujourd'hui sur un risque à 163 milliards? Donc, il y a en toile de fond la nécessité de se préparer à ça, à ces vagues qui vont arriver de sinistres climatiques. Là, je dis le RGA. La grêle, c'est pareil. Celles et ceux qui étaient à Paris au mois de mai quand l'orage de grêle est tombé, en 8 minutes, c'était 350 millions d'euros de dégâts, dont 200 millions sur l'auto. C'est des chiffres un peu trop gros qu'on a du mal à se représenter, mais c'est l'équivalent de 6 mois de sinistralité annuelle en 8 minutes. Et ça va devenir de plus en plus récurrent avec l'augmentation en fréquence comme en intensité des événements climatiques. Donc, il y a une nécessité de se préparer à ça. Autre point, deuxième point qui explique pour moi cette dynamique, c'est la nécessité aujourd'hui identifiée de soigner l'expérience client un peu plus. On lit année après année les rapports, par exemple, du médiateur de l'assurance qui identifie quelques manquements. On ne dit pas que tout est noir ou tout est blanc, hein, mais il y a, je pense, des choses à améliorer. Et je pense que quand l'écosystème voit un Alan gagner des contrats sur le terrain de la PSC des fonctionnaires, quand on voit un Achille, on en parlait tout à l'heure, qui enchaîne les succès aussi, notamment grâce à une expérience globale qui est très soignée, ça, ce sont des signaux forts qui interpellent aujourd'hui, je pense, l'écosystème. Et enfin, je pense, troisième point, c'est les apports technologiques, à la fois sur le côté tech et pratique, avec des solutions qui sont de plus en plus élaborées, qui font leurs preuves. Sur la tech, on a des choses très intéressantes, sur la gestion documentaire, on en parlait sur l'agentique avec l'IA, sur l'analyse conversationnelle, sur la détection de la fraude. On a vu ce matin, par exemple, Certificall aussi qui vient de boucler une levée d'1 million sur le sujet. Donc, on a entre, il y a, 4-5 ans et aujourd'hui, les solutions sont beaucoup plus matures. Sur de l'analyse documentaire, on était peut-être à 70% de reconnaissance il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 90%. Donc, c'est beaucoup plus facile d'embrasser et d'implémenter ces technologies pour les assureurs. Donc, ça, c'est sur le côté tech. Sur le côté pratique, il y a de très bonnes idées qui émergent. Pour parler en France, là au Salon IN, on a vu
Ocoa, qui fait de la conciergerie, donc qui prend en charge tout l'administratif pour les assurés. Donc ça libère, ça permet déjà de booster considérablement l'expérience sinistrée, l'expérience client. Ça allège aussi l'assureur. On a vu aussi Sinistar, des Canadiens qui arrivent en France sur le relogement temporaire, un sujet qui inévitablement va prendre aussi de l'ampleur. Et cette dynamique, on la perçoit aussi à travers des acteurs comme Darva, par exemple. Darva ou une nouvelle start-up aussi qui commence à faire du bruit, qui innove, elle, en proposant des solutions end-to-end de la gestion de sinistres, à la fois dans la détection, la gestion et aussi l'agrémentation avec des briques en tant que marketplace, voilà, pour vraiment sublimer toute la chaîne de valeur du sinistre. Donc voilà, moi j'identifie une vraie dynamique. Je voulais savoir toi de ton côté aussi, Flo, ce que tu vois, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens? Bah ouais, effectivement, c'est une vraie tendance. Je regardais un peu les investissements à date en Europe. On les positionne sur la chaîne de valeur et de manière un petit peu simplifiée. Je voyais que depuis le début de l'année, 20% des startups qui ont levé de l'argent attaquaient la partie gestion de sinistres, justement. Et c'est largement plus que la moyenne historique. La moyenne historique, c'était globalement 10%. Donc finalement, il y a une vraie dynamique sur cette section-là. Et si je reviens un peu en arrière, effectivement, on voit aussi une diversité, je dirais, dans les approches. Si on regarde les tentatives d'innovation dans la gestion de sinistres depuis que l'InsurTech existe, la première vague, c'était beaucoup autour du self-care. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses autour de la détection de fraude. Enfin, il y a eu beaucoup de choses sur ce qu'on appelle computer vision pour les accidents de voiture, où je prends une photo de mon véhicule qui a été endommagé et la technologie donne une préqualification du montant des réparations. Et donc là, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses et effectivement, je pense que tu en as cité, il y a plein de choses autour de l'expérience même de la déclaration et de la gestion du sinistre. Il y a aussi des choses beaucoup avec l'optimisation opérationnelle, avec tout ce qui est IA, et on le disait tout à l'heure, à nouveau, si vous vous souvenez du graphique que je montrais tout à l'heure, la plupart des startups AI First depuis le début de l'année qui ont levé de l'argent, c'était sur la partie gestion de sinistre. Donc, il y a une vraie dynamique là-dessus où j'essaie d'améliorer les choses. C'est effectivement lié à l'augmentation des coûts des sinistres, que ce soit la matière première en elle-même, je pense aux pièces détachées notamment dans l'automobile, mais aussi à la gestion des processus en eux-mêmes. Et c'est quand même un sujet qui revient régulièrement depuis les débuts de l'InsurTech. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas ce fantasme, mais cette volonté de s'attaquer à cette partie-là qui, et c'est mon analyse, est quand même très manuelle au sens humaine du terme à date. Et donc, c'est probablement la partie la plus difficile de la chaîne de valeur en termes d'innovation, parce que justement, l'humain y a toute sa place. Et donc, comment la technologie vient faire mieux ou compléter en tout cas l'expérience, c'est un vrai défi. Quant à Shift, c'est effectivement nouveau et en même temps, moi, ça me fait penser j'ai l'impression qu'ils avaient tenté de lancer quelque chose de similaire il y a quelques années où justement, ils voulaient sortir un peu de juste la fraude et remonter un petit peu la chaîne de valeur. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit différent aujourd'hui, notamment, et c'est ce que tu as indiqué, parce que les technologies sont différentes aujourd'hui avec notamment l'IA générative. Mais voilà, on voit que c'est quand même une tentation et une suite logique, en fait, quand tu viens de la fraude. C'est assez logique de vouloir couvrir plus largement le process de gestion de sinistre parce qu'à nouveau, il y a de l'efficacité opérationnelle à aller chercher, d'autant plus que c'est quelque chose qui est demandé et qui est attendu par les assureurs. Cette efficacité opérationnelle, c'est quand même un des gros sujets qu'on entend régulièrement. On en parle souvent à la fois sur nos réseaux et puis dans les baromètres qu'on fait depuis quelques mois comme ça en vidéo. À chaque fois, je pense qu'on fait référence à ce sujet-là, qui est quand même un peu le point commun entre tous les acteurs et qui est vrai partout en Europe. En fait, c'est pas non plus qu'un sujet franco-français, c'est un vrai sujet partout en Europe. Et je pense que ça va devenir d'autant plus un sujet que voilà, on sort d'une période d'inflation très forte qui a permis aussi aux assureurs de justifier des augmentations de prix eux-mêmes qui étaient importantes. Et l'inflation revenant à des niveaux plutôt historiques, ça va être plus difficile de travailler sur le prix.
Et donc, il va falloir travailler de l'autre côté sur voilà, l'argent qui sort, les coûts. Et un des principaux coûts quand on est assureur, c'est évidemment de payer les sinistres. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est assez logique qu'il y ait du travail sur cette partie-là de la chaîne de valeur. Et effectivement, on voit des levées de fonds qui sont quand même hyper importantes dans le domaine. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça confirme effectivement cette dynamique-là par les chiffres. Et à nouveau, il y a quelque chose... tu vois, autant l'année dernière, c'était assez calme sur la partie gestion de sinistres, autant cette année, voilà, ça bouillonne. Et les 20% de deals annoncés depuis le début de l'année dans ce domaine-là confirment qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et pour rebondir sur un point que tu as soulevé, celui des pièces détachées, il y a un autre signal qui montre que ça monte dans l'échelle de la prise de conscience. Hein. C'est quand les groupes d'assurance eux-mêmes commencent à innover sur le sujet. J'ai un exemple que j'ai bien aimé ces derniers mois en France, c'est Groupe Covea, donc, qui a investi, qui a racheté une plateforme, le groupe Faubourg, de pièces détachées. Là, ils ont annoncé la semaine dernière avoir finalisé l'opération. La plateforme va s'appeler Carocity. Donc, c'est une marketplace qui va être utilisée par Covea. Évidemment, Covea, on rappelle, c'est plus de 10 millions de contrats en auto sur le marché français, de très loin le numéro 1. Mais c'est aussi une plateforme qui va être mise à disposition de l'écosystème, voilà, pour favoriser le réemploi, parce que Covea a identifié que c'était un sujet clé qui ne le concernait pas que lui-même et que avec son ADN mutualiste, il était important aussi qu'il prenne le lead, qu'il montre l'exemple sur ce sujet qui est vraiment important pour tout le secteur de l'assurance français. Ouais, donc, ce qui montre que la réponse n'est pas que tech. Et tout à l'heure, pareil, tu as parlé d'une start-up canadienne, je crois, qui fait du relogement. Bah, pareil, hein, est-ce que c'est de la marketplace? Quel est le niveau réel de technologie de ces sujets-là? Pas évident, mais ça reste de l'innovation et une manière un petit peu différente de regarder un problème récurrent sur le marché. Exactement. Donc, beaucoup de choses à suivre sur cette partie gestion de sinistres. Ouais, et pour rester dans l'auto, la startup sur laquelle on voulait mettre les projecteurs aujourd'hui, c'était Zego. Pour une raison assez simple, c'est que probablement une startup que vous connaissez toutes et tous depuis quand même bien longtemps. Si vous la connaissez pas, dites-le nous dans les commentaires et on prendra un peu de temps pour décrire ce qu'ils font, mais c'est de l'assurance auto, voilà, un peu customisé, d'abord B2B, puis de plus en plus B2C, après un pivot il y a quelques mois. Et en fait, on trouvait intéressant de reparler de cette startup-là parce que pour le 3e trimestre, la startup vient d'annoncer un trimestre rentable. Et donc, comme on avait beaucoup suivi à l'époque la baisse du nombre d'employés, le pivot du B2B vers le B2C, etc., il nous semblait assez intellectuellement juste de parler aussi quand ça va bien. Et voilà, et comme tu as fait un article d'ailleurs, un long article sur le sujet, je te laisse peut-être résumer ou en tout cas pointer les 2-3 points qui ont retenu ton attention sur ces Ouais. Pour rappeler en 2 secondes, oui, Zego, tu as dit pionnière de l'insurtech, ça a été une des premières licornes en Europe à l'époque, quoi, qui avait profité de cette vague pour aimanter des investissements avec une proposition de valeur. C'était faire de l'assurance auto B2B pour les flottes et la gig economy, notamment de ces entreprises qui s'étaient lancées sur ces créneaux transport, mobilité, les Uber et compagnie, la livraison à domicile et des livreaux. Voilà, ils ont beaucoup travaillé avec eux. Et voilà, comme d'autres de cette vague, Zego a connu quelques moments difficiles au moment du retournement de marché en 2022. On n'entendait plus beaucoup parler d'elle. On suivait, comme tu disais, sur LinkedIn, la courbe des emplois. À l'époque, Zego, ça avait été l'une des premières européennes à activer des licenciements, à appuyer sur le bouton voilà, pour se séparer d'une partie de sa force de travail, pour rationaliser les opérations. Il y avait un peu de nouvelles. On s'inquiétait un peu pour elle. Et l'an dernier, elle a annoncé un pivot un peu surprenant, en disant qu'elle passait donc qu'elle abandonnait tout simplement son activité B2B pour revenir sur du B2C exclusivement avec une proposition de valeur d'assurance auto connectée, donc télématique. C'est un peu ce que fait par exemple Direct Assurance en France avec du pricing
qui est calibré sur le comportement de conduite de l'assuré, mais aussi avec la donnée, un modèle qui permet de faire de la prévention, avec du score de conduite qui permet d'éduquer à la conduite, qui permet d'optimiser aussi la gestion de sinistres, parce que si on a les données, par exemple, au moment d'un accident, on peut mieux intervenir plus vite, diriger le sinistre vers le bon endroit, et s'il y a des suites, s'il y a des litiges aussi, avoir les données, forcément, ça a un intérêt à un moment donné côté assureur et côté assuré. Ça permet de protéger tout le monde. Donc, ils se sont lancés là-dessus. Et Zego, elle a trouvé de l'attraction ces derniers mois, et surtout en rationalisant les opérations, ça a permis de basculer dans le vert. Donc déjà en fin d'année dernière, elle avait annoncé le dernier trimestre, le Q4 2024 positif, et un bilan sur l'année qui s'était considérablement amélioré. On n'était plus qu'à 4 millions de livres de pertes nettes contre 34 millions en 2023. Et là, elle a réussi manifestement à entretenir cette bonne dynamique, puisque les 2 premiers trimestres de l'année 2025 sont également positifs, et donc on peut légitimement penser que l'année va se conclure dans le vert. Donc voilà, c'est important de dire quand ça va mieux aussi. C'est la quatrième insurtech, quatrième licorne européenne à basculer dans le vert. Après Marshmallow, qui est aussi sur de l'auto avec un positionnement différent, mais sur de l'auto au UK. Clark aussi, l'allemande, et c'est 3 en fait, c'est Zego, Ouais, Marshmallow. c'est trois Zego, Ouais. Marshmallow, Et Clark, Clark. et puis du coup, effectivement, voilà, c'est qui ont annoncé basculer dans le vert. Et d'ailleurs, ça, c'est le petit graphe qu'on fait régulièrement à chaque fois qu'on parle d'une licorne. Bon, déjà, et pour rappel, hein, sans surprise, il n'y a plus de nouvelles licornes depuis 2021. Hein, les 8 qui sont affichés ici ont été officiellement intronisées InsurTech, unicorn en 2021 lors des levées de fonds qu'elles ont annoncées à cette époque-là. Et effectivement, on voit des dynamiques un petit peu différentes. Donc, ce qu'on a mis sur l'axe horizontal, c'est la durée depuis leur dernière levée de fonds. Donc, typiquement, Shift, Zego, Manypets, Clark n'ont pas levé d'argent depuis très longtemps. À l'inverse, Marshmallow, Alan, Tractable ou WeFox ont levé un petit peu plus récemment. Et puis sur l'axe vertical, c'est l'évolution de la taille des équipes. Et donc, typiquement, celles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, c'est des équipes qui ont plutôt grossi sur les 12 derniers mois. Et puis à l'inverse, en dessous, des startups qui ont vu leurs équipes réduites. Et typiquement, la dynamique par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait mis à jour cette map, c'était en avril de cette année, donc il y a 6 mois. Ce qu'on a vu, c'est Marshmallow et Alan qui descendent un tout petit peu. Voilà, hein, sans surprise, elle calme un petit peu le rythme, elle continue à grossir, mais peut-être un petit peu moins vite que ça fut le cas sur les 12 mois flottants précédents. La deuxième dynamique, c'est on voit un WeFox qui remonte un tout petit peu. Donc toujours une équipe en baisse sur 12 mois, mais de manière un peu moins significative que ça l'a été dans le passé. Et puis à l'inverse, un Clark qui bascule dans le rouge sur la partie équipe, hein, avec moins 20% d'effectifs sur un an. Donc ça, c'est la petite surprise, hein, je dirais, en créant ce graphique-là, ou en tout cas en le mettant à jour. C'est effectivement un Clark qui avait annoncé être rentable. Bon, bah, une des manières d'accélérer, ou en tout cas de maintenir la rentabilité, c'est aussi de baisser les coûts et donc de réduire un petit peu la voilure. Donc ce qu'a fait Zego de manière un petit peu importante sur il y a 2 ans, je dirais, et puis on les voit, hein, maintenant ils ont une équipe qui est plutôt stable, voire qui grossit un tout petit peu, et qui donc annonce être pas loin de la rentabilité. Les autres, on n'a pas forcément l'info. Je pense à Shift, par exemple. À nouveau, hein, ils n'ont pas levé d'argent depuis très longtemps. Donc, soit ils ont levé en cours de route, soit ils sont rentables et ils ne l'ont jamais annoncé. Donc, à nouveau, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis un petit point vert que la boîte n'est pas rentable. C'est juste qu'on s'appuie que sur des informations publiques. Et donc, tant que la startup n'a pas annoncé quoi que ce soit, on la maintient comme non annoncée, donc en l'occurrence en blanc ici, et peut-être qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites prochainement. En tout cas, c'est un petit incentive, hein, si les entrepreneurs et entrepreneuses nous écoutent. N'oubliez jamais de publier vos chiffres, parce que nous, ça nous aide à faire tous ces graphiques, à comparer, etc. Donc merci à celles et ceux qui le font, parce qu'on arrive à avoir des infos assez précises sur les différentes startups.
Et voilà, et donc c'était aussi cette idée de se dire, on a beaucoup parlé des licornes en 2021 quand elles sont devenues licornes, on a beaucoup parlé des licornes, je dirais, il y a 18-24 mois quand ça allait plus très bien et que la plupart réduisaient très significativement leurs équipes. Et donc là, on essaie et c'est un peu la courbe de Gartner que tu évoquais tout à l'heure, hein. Il y a une espèce de hype à un moment, puis à l'inverse, à un moment, c'est un retour de bâton. Et puis au final, on arrive sur quelque chose d'un peu plus équilibré. J'ai l'impression qu'on rentre dans cette zone-là où voilà, on a une approche plus équilibrée avec quelques acteurs qui sont rentables ou en tout cas qui s'en approchent. Et voilà, donc c'est plus les paillettes de 2021, c'est pas non plus l'effondrement de 2023-2024, mais voilà, hein, il y a des startups qui arrivent à créer de la valeur et sur Zego en particulier. Vu la catégorie dans laquelle on l'a mise, donc qui est la startup à suivre, on va évidemment garder un œil sur le 4e trimestre pour voir si effectivement l'année 2025 aura été rentable pour Zego. Et plus largement, on va regarder, parce que sur l'assurance auto, attention, notamment quand on est assureur de plein exercice, et Zego l'a été, hein, ils ont eu l'agrément d'assurance en cours de route. Voilà, il faut regarder sur plusieurs années, évidemment, la sinistralité, etc. Mais à nouveau, voilà, 3 trimestres de suite rentables, ça valait le coup d'être souligné. Il n'y a pas de raison de ne pas souligner quand ça va bien aussi. Ouais, et je pense pour rebondir et remettre en perspective ce qu'on avait raconté un petit peu dans le dernier baromètre, et ouais, qui s'inscrit dans ce que tu dis aussi. Je pense qu'il faut toujours de la nuance dans les analyses, pas voir tout noir, tout blanc. Là, c'est pas parce qu'ils basculent dans le vert que tout est gagné pour autant. Zego, ils ont une grosse valorisation. C'est une valorisation de licorne. Donc, il va falloir la justifier aussi, cette valorisation, en basculant dans une dynamique de croissance rentable. Parce que c'est bien beau de baisser les coûts, de réduire les effectifs, mais la promesse, quand même, c'est de pouvoir performer au niveau d'une valorisation qui est assez élevée. Aux États-Unis, aujourd'hui, on voit un Root, par exemple, qui est positionné sur de l'auto aussi, qui justement est confronté actuellement à ce petit plafond, qui n'arrive pas à le craquer encore, qui a vu sa valorisation, sa capitalisation boursière baisser dernièrement, parce qu'il y a un doute sur le marché, justement sur sa capacité à craquer ce nouveau plafond et aller plus loin. Donc voilà, c'est d'autant plus intéressant à suivre parce que ce sera l'enjeu clairement, je pense, de 2026-2027 pour une startup comme Zego. Exactement, la croissance rentable, le nouvel enjeu. Enfin, le nouvel enjeu, ça fait plus de 12 mois que ça dure maintenant, un peu, presque 1 an et demi, 2 ans dans l'écosystème startup, mais c'est effectivement un des vrais enjeux. La rentabilité, c'est une chose, la croissance, ça reste nécessaire pour justifier notamment des valos importantes. Donc, on suivra évidemment comment tout ça va évoluer. Et ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on pourrait faire un graphique. Là je mets, on a mis l'évolution de l'équipe qui, plus ça va, moins c'est un proxy important justement, hein, enfin pas important mais pertinent, vu que l'enjeu de la rentabilité, de la croissance rentable, c'est l'enjeu. Je note pour nous de faire peut-être la prochaine fois un graphique sur l'évolution. Voilà, je ne sais pas s'ils partagent leurs revenus, je ne crois pas, mais au moins peut-être le nombre de polices, etc. Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait mapper d'ailleurs ces acteurs-là à l'avenir, la croissance du portefeuille versus la rentabilité, ou en tout cas de quand date la dernière levée de fonds. Ça serait sûrement intéressant, et peut-être une autre grille de lecture qu'on aura peut-être l'occasion de détailler ensemble une prochaine fois. Et ça nous amène sur la dernière section qui est consacrée aux levées de fonds du mois passé. Alors le mois de septembre est quand même assez loin, hein, mais peut-être juste un petit rappel, il y avait 5 deals qui avaient été annoncés pour 29 millions d'euros. La France était bien positionnée, hein, sur les levées, avec deux tours annoncés en France, un en Angleterre et puis 0 en Allemagne. Et c'était la startup Insify qui fait de l'assurance TPE-PME en ligne, qui avait annoncé une grosse levée de fonds. Pour les francophones et les Français qui nous écoutent, on est sur de un concurrent ou collègue de Horus en France qui fait des choses un petit peu similaires. Voilà, comment tu l'expliques justement? Moi, ça m'étonne beaucoup, ces montants, hein, pour ne rien cacher. On est, oui, sur une verticale où il y a des besoins identifiés depuis longtemps, où il y a de la concurrence. Si on prend juste le marché français, on a par exemple un AssureUp qui est courtier digital qui fait beaucoup de choses là-dessus, un Cover, un Simplis
qui, sans faire beaucoup de bruit, avance très bien, qui a racheté Stello l'an dernier, qui s'est constitué un portefeuille aujourd'hui, je pense, qui est parmi les plus solides en matière de volume du marché, qui n'a pas forcément eu besoin de lever autant. Et là, ouais, je vois qu'on rappelle Chorus a levé 20 millions dernièrement. Là, on voit Insify 17 millions. Toi, du point de vue investisseur, comment t'expliques ces montants-là? Bah, c'est une vraie question. Je pense il y a clairement un marché qui est intéressant. C'est-à-dire que sur les TPE, PME, il y a deux catégories, hein. Il y a un peu le tout venant, qui est la long tail, hein, tous ces acteurs, pas forcément freelance, mais voilà, vraiment très petites entreprises, voire entreprises avec une seule personne. Je pense aux travailleurs du bâtiment, notamment, et j'y pense pas de manière aléatoire, hein. C'est aussi les pubs qu'on voit sur les réseaux sociaux que font ces acteurs-là. Je pense à Insify, à Horus, etc. Ils ciblent souvent les métiers du bâtiment. Et donc, il y a toute cette long tail où, en fait, j'ai besoin de m'assurer, de me couvrir parfois pendant un chantier ou sur l'année, et puis d'avoir l'attestation pour pouvoir justifier. Donc, j'ai pas un vrai énorme besoin. J'ai besoin de quelque chose de relativement simple. Et puis, il y a au contraire des acteurs, des professions sur lesquelles le risque est hyper précis. Et là, ça demande plus de travail sur le produit. Donc, déjà, il y a un peu ces deux catégories-là. Et après, c'est vrai que cette long tail et tous ces acteurs TPE, PME, en fait, c'est aussi un sujet régulier qu'on voit dans l'InsurTech, c'est-à-dire depuis 2014, je ne vais pas dire tous les ans, mais quasiment, il y a un nouvel acteur qui se lance dans ce domaine-là, avec des succès plus ou moins limités à date, on va dire. Il n'y a pas de start-up qui a réalisé sur la thématique une exit hyper importante. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Et à nouveau, là, on a deux très bons exemples avec Horus et Insify de startups qui lèvent beaucoup d'argent sur cette thématique pour essayer de craquer en fait ce truc-là. Donc, ça va être intéressant de voir. Donc, moi, je suis plutôt curieux. Je n'ai pas vraiment d'explication et je suis plutôt curieux de voir comment elles vont réussir à soutenir à la fois leur croissance et leur valorisation. Parce qu'il y a un des KPI que j'aime bien regarder quand on fait de la distribution directe, hein, c'est ce que j'appelle l'efficacité capitalistique, qui est donc de ramener les primes au capital levé. Et donc, on va voir sur le long terme si et comment c'est soutenable ces modèles-là. Et puis après, il y aura le juge de paix, ça sera la sortie, en fait, soit parce que les boîtes vont être rentables et donc elles vont pouvoir soit verser des dividendes, soit être achetées par du private equity, soit peut-être des rachats par des acteurs en place qui voudraient justement aller taper ce secteur de la long tail. On rappelle peut-être, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'exit significatif sur cette partie long tail, on rappelle qu'à l'inverse, hein, sur les verticales un petit peu complexes et la partie TPE, PME sur des risques et des métiers un peu particuliers, il y a plus simple, hein, qui est sous private equity depuis plusieurs dizaines de mois maintenant et qui a au contraire été une très bonne réussite. Donc voilà, j'ai plus de questions que de réponses sur cette thématique-là, mais je suis obligé de constater qu'effectivement, on a deux acteurs qui se tirent un peu la bourre. Insify, qui était aussi sur le marché français, on les voit un petit peu moins dernièrement, j'ai l'impression, mais ça va être intéressant de voir justement comment elles arrivent à pérenniser leur croissance et se rapprocher de la rentabilité, puisque, à nouveau, hein, comme on le disait tout à l'heure, la croissance rentable, c'est l'enjeu pour le marché et aussi pour ces startups-là qui commencent à avoir levé beaucoup d'argent à force. Ouais, il y a une question du coût d'acquisition. On sait que sur ce type de produit où il faut aller chercher un par un peu les clients sur du B2C, bah, ça peut vite coûter cher, hein, sur ne serait-ce que des campagnes Google, hein, on connaît les prix, ça peut vite ça peut vite monter en fait. Donc il y a une question de maîtrise du CAC qui est très importante pour. Je pense que c'est un indicateur important à avoir en tête pour ces startups. Oui, exactement. Je vois que le temps court. On avait 2, 4, 5 startups qu'on avait mises de côté pour échanger. Est-ce qu'il y en a une en particulier sur laquelle tu veux qu'on s'arrête, Alexandre, juste peut-être pour les parcourir rapidement? On avait mis Sena, on avait mis Haste, on avait mis Veridox, qui est un très joli site internet. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y pour jouer, entre guillemets, avec leur interface. Il y avait Mitigrate et puis il y avait Scarlett. Je ne sais pas s'il y en a un que tu as envie de traiter en particulier, ou dans le chat, dites-nous peut-être s'il y a un acteur. Dites-nous s'il y en a un. Moi, j'ai bien aimé et je l'ai montré à plusieurs interlocuteurs, le site de Veridox, parce qu'au-delà du côté ludique, vous voyez, là, on a la page d'accueil.
En fait, vous avez des photos qui défilent et il faut cliquer sur fake ou pas fake les images. Donc, c'est un côté très pédagogique. Et là, on se rend compte vraiment de la problématique que ça peut être pour un assureur, pour un gestionnaire de sinistre. Aujourd'hui, avec les images trafiquées, en fait, ça devient à l'œil nu complètement impossible d'identifier si c'est fake ou pas. Là, vous pouvez faire le test sur des dizaines, des centaines d'images. Ça nous montre que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir sécuriser, certifier les données et les analyser avec des outils adéquats en fait. Et donc Veridox, qui est une boîte anglaise, qui a levé des fonds sur sa solution de détection de la fraude. Oui, exactement, qui a peut-être une approche au départ un peu proche d'un tractable sur, je prends à nouveau la photo du dommage sur ma voiture, là où à l'inverse, comment il s'appelle, Tractable va faire une estimation du dommage. Là, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de détecter un peu la fraude qui reste un des enjeux quand même important. Et effectivement, avec les nouvelles technologies d'un côté, ça me fait penser à un article que je publiais récemment dans ma newsletter, c'était The Economist qui s'intéressait à ces sujets-là, comment l'intelligence artificielle faisait exploser le risque cyber. Donc évidemment, la tech est utile pour détecter la fraude, mais aussi, et malheureusement, elle est utile pour faire des fausses images, des fausses factures. On a vu, il y a eu un moment où c'était la mode en ligne de faire les fausses notes de frais. On voyait des tickets de restaurants ou autres, je sais pas, fleurir sur les réseaux sociaux où chacun utilisait ChatGPT, Gemini ou autre pour générer ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un des enjeux, comment détecter les fausses images dans un monde qui est 100% digital. Et donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la tech au service de la gestion de sinistres. C'est pas juste l'efficacité opérationnelle, c'est pas juste digitaliser le process, mais en fait le fait de digitaliser le process crée des nouveaux risques qu'il s'agit de contrebalancer. Et c'est comment la techno aide l'humain dans ce cas-là à identifier ce qui pourrait être frauduleux. Oui, complètement. Et on avait nos deux insurtech françaises quand même, c'est toujours bien d'en parler. Donc Sénat, de la même manière, qui n'avait pas levé depuis un moment, là, qui réinjecte 10 millions et ça rejoint le sujet IA. J'ai pu échanger avec Steven Le Guillon, qui est CEO de Sénat, qui me disait qu'ils avaient été agréablement surpris par les progrès qu'ils avaient fait sur leur IA en interne. Et voilà, ils avaient identifié un potentiel pour vraiment accélérer sur ce sujet. Donc, l'idée pour eux, leur discours, c'est on va essayer de faire en 2 ans ce qu'on avait prévu de faire en 4, en fait, pour vraiment accélérer. Et ça rejoint à ce qu'on dit souvent tous les deux, Flo, c'est aujourd'hui, quand on est une startup qui innove dans l'assurance, l'idée, c'est de bâtir un avantage concurrentiel grâce à la technologie. Vendre de l'assurance de manière simplement digitale en B2C, je pense que l'idée a fait son temps. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, trouver, craquer vraiment ce qui va faire la différence, une solution qui va nous permettre, comme je disais, créer ces avantages à la fois sur le B2B, à la fois sur le B2C, mais c'est ça, avoir cette tech qui fait la différence. Et je pense que c'est pour ça que Sénat a décidé de lever des fonds. Ouais, c'est ce qu'on voit et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les startups AI First. Ça me fait penser à un graphique Marjo de chez Newfund avait publié où elle montrait la croissance des startups, des startups SaaS, puis des startups AI First, et on voyait que la croissance, le 0 à 100 millions d'ARR, en fait, était hyper accélérée. Donc, c'est vrai, et c'est un peu la petite musique qu'on entend chez tous les sur la scène InsurTech et chez les startups de manière générale, c'est que l'IA, quand elle est bien utilisée, permet effectivement d'accélérer le temps. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. J'avoue que je n'avais pas les infos précises sur Sénat, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est des choses qu'on peut entendre chez d'autres acteurs. Et un autre sujet peut-être. Ouais, c'est sympa aussi. C'est la brique paiement qui est un parent délaissé historiquement dans la chaîne de valeur assurantielle. Donc, il y a à la fois fluidifier le paiement, mais aussi, ce que je trouve intéressant, un case, ça permet de baliser le paiement et donc, par ricochet, de lutter contre la fraude aussi. Donc, on y revient encore une fois. Le sinistre, la lutte contre la fraude, l'optimisation de l'expérience assurée. Ouais, pareil, ça va être intéressant de suivre. Voilà, c'est du paiement dirigé sur l'assurance habitation, un peu de santé aussi, je crois.
Donc effectivement, affaire à suivre pour ces acteurs de l'insurtech française, parce que voilà, la levée de fonds, on le rappelle, c'est qu'une étape et c'est qu'un moyen, c'est pas du tout une finalité. Donc voilà, on suivra évidemment les startups dans leurs évolutions et dès qu'elles partageront des nouveaux logos, des chiffres, on ne manquera pas de les traduire. Donc pensez d'ailleurs bien à nous suivre, Alexandre comme moi, sur les réseaux sociaux. On essaye de couvrir plutôt de manière complémentaire, je dirais, ce qui se passe en termes d'innovation et de technologie. Et d'ailleurs, ça nous amène, il est 2 heures. Merci Déjà. aux unes et aux autres là, qui sont en train effectivement de rejoindre leur bureau. Merci à tous d'avoir été là et on se donne rendez-vous le mois prochain pour ce petit baromètre. S'il y a des thèmes, comme d'habitude, qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur nos réseaux, soit par message direct. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous et toutes autour de la table. Plaisir d'échanger avec toi, Alexandre, comme d'habitude. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. On postera bien sûr le replay très prochainement sur nos chaînes respectives. Merci Flo et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut. À bientôt.